Nous poursuivons ce débat sur l'adoption du principe du projet de loi numéro 1 et je reconnais Monsieur le député de Maurice Richard. Merci Monsieur le Président. Quel rendez-vous manqué. Je me lève aujourd'hui devant vous avec une immense tristesse. Les 4 partis représentés aujourd'hui dans cette noble institution veulent une constitution. Quel rendez-vous manqué alors que nous aurions pu avoir le plus beau des processus. Un moment où on donne la parole au peuple, un moment où on travaille tous ensemble et un moment de cohésion et un moment aussi de réparation avec les Premières Nations. Ce projet de loi pose une tonne de problèmes, Monsieur le Président, et je vais les aborder un par un. D'abord, je vais expliquer dans quel contexte il arrive, dans un contexte où les reculs des contre-pouvoirs sont nombreux. Je vais ensuite parler du processus qui a mené à ce projet de loi, à ce projet de constitution caquiste, pour ensuite détailler tous les problèmes qu'il y a en son sein, et enfin parler de tout ce dont ce projet ne parle pas. Alors d'abord, le contexte. Il faut comprendre, Monsieur le Président, qu'il y a quelque chose que je donne à ce gouvernement, c'est une forme de constance, de rigueur même, dans l'affaiblissement méthodique, projet de loi par projet de loi, de nos contre-pouvoirs. Et laissez-moi vous faire une liste non exhaustive de tout ce qui a été fait depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir. Déjà en juin 2019, rappelez-vous, Monsieur le Président, le même ministre, le ministre de la Justice, en juin 2019, passe la loi 9 où il jette à la poubelle 18 000 dossiers d'immigration qui étaient déjà dans la liste d'attente, reniant ainsi un engagement. Et c'est aussi une constance de ce gouvernement, c'est de renier des engagements. Le même mois, il adopte la loi 21, une loi qui rompt avec une histoire importante du Québec et l'histoire de la Charte, qui a été adoptée, faut-il le rappeler, à l'unanimité, modifiée à chaque fois à la quasi-unanimité. Non seulement il la modifie sans unanimité ou quasi-unanimité, à la majorité simple, mais en plus, il le fait en utilisant le bâillon et la clause dérogatoire qui déroge à cette même charte. Avouez, Monsieur le Président, qu'il y a beaucoup de fronts, si je peux m'exprimer ainsi. Et je vais accélérer parce qu'il y en a vraiment beaucoup et on a beaucoup de choses à aborder aujourd'hui. En décembre 2019, il affaiblit la régie de l'énergie avec la loi 34. En février 2020, il abolit les commissions scolaires et on affaiblit comme ça les contre-pouvoirs en éducation. En environnement, en février toujours, la loi 44 abolit le conseil de gestion des fonds verts. Ensuite, s'ensuit une longue période de 2 ans où on n'affaiblit aucun contre-pouvoir à travers des lois, parce qu'en fait, pendant 2 ans, ils ont même fermé cette Assemblée et gouverné pendant plus de 2 ans grâce à des décrets, Monsieur le Président. Avouez, comme souveraineté parlementaire, on a déjà vu mieux. Ensuite, ils reviennent. En juin 2022, la loi 96 affaiblit encore une fois la charte, et j'y reviendrai plus tard. En février 2023, en environnement, encore une fois avec la loi 2, on affaiblit la régie de l'énergie. En santé, avec la loi 15, en décembre 2023, on affaiblit les contre-pouvoirs dans le système de santé, où on enlève la voix du peuple à l'intérieur des structures de la santé au Québec. En mars 2025, avec la loi 93, il passe une loi sur mesure et sous bâillon pour Stablex, pour une multinationale étrangère qui pollue nos territoires. En février 2024, on affaiblit les droits des locataires avec la loi 31. Rappelez-vous, Monsieur le Président, la ministre qui voulait qu'on investisse
que les locataires investissent dans l'immobilier, à enlever les cessations de bail. En mai 2025, avec la loi 84, on affaiblit encore une fois la Charte des droits et libertés. En juin 2025, avec la loi 69, on affaiblit encore une fois la Régie de l'énergie. En mai 2025, on affaiblit le droit des travailleuses et travailleurs avec la loi 89, qui touche au droit de grève, Monsieur le Président. En octobre 2025, la loi 94, dont on voit aujourd'hui même les dégâts sur les pauvres dames qui s'occupent de nos enfants à tous les jours et qui ont le malheur de jouir d'une véritable liberté de conscience, eh bien, on vient les brimer dans leurs droits, encore une fois en utilisant la clause dérogatoire. En octobre 2025, avec la loi 2, on a affaibli les moyens de pression des médecins. Je dois donner quand même quelque chose aux médecins, c'est qu'on ne touche pas comme ça aux droits fondamentaux des millionnaires. Et aujourd'hui même, nous avons abandonné à peu près tout ce qu'il y a dans ce projet de loi-là. Ensuite, on arrive à ce qu'on a décrit comme étant la stratégie de l'inondation de la zone. PL3, c'est les syndicats. PL5, c'est le communautaire. Non, c'est le BAP, pardon. PL7, c'est le communautaire. PL9, encore une fois, les droits des minorités. PL13, le droit de manifester. Et cerise sur le gâteau, et c'est dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le projet de constitution. Avouez, Monsieur le Président, que ça fait vraiment beaucoup. Donc parlons d'abord du processus. Un processus illégitime, Monsieur le Président. Ils n'ont aucun mandat électoral. Jamais ils ne ont parlé de ce projet-là en 2022. Pas d'assemblée constituante citoyenne. Constitution que tous les spécialistes considèrent comme une consultation de façade. Pas de co-création avec les Premières Nations. Rédigé à huis clos par on ne sait pas trop qui. C'est sûr que le ministre de la Justice en a vraiment rédigé beaucoup, sinon toutes. Manœuvre partisane pour une constitution. Traitée comme une loi ordinaire. Pas de processus d'adoption aux 2/3. Avouez, Monsieur le Président, qu'on a déjà vu mieux. Et ce n'est pas comme si on ne savait pas comment faire, Monsieur le Président. L'Organisation des Nations Unies, notamment par le biais du Haut Commissariat aux droits de l'homme et des notes d'orientation du secrétaire général, définit plusieurs bonnes pratiques et principes fondamentaux pour garantir la légitimité d'un tel processus, la loi des lois. D'abord, il faut une participation la plus large et la plus inclusive possible. Et l'ONU insiste sur le fait que les participations doivent se faire avant l'écriture même de la Constitution. Dans un territoire comme le nôtre, avec l'histoire coloniale associée à ce territoire, ne pas avoir consulté, travaillé, co-créé avec les Premières Nations est un véritable scandale, et j'y reviendrai. Il faut une inclusion réelle des groupes marginalisés vulnérables. Il ne suffit pas de faire une consultation ici au sein de cette institution, il faut aller vers les gens. Et ce n'est pas comme si on ne savait pas faire, Monsieur le Président. Et enfin, il faut une intégration explicite des droits humains et des normes internationales. Je rappelle ici que le Québec dit respecter le pacte international relatif aux droits civils et politiques depuis 1976. C'est un engagement, et encore une fois, c'est un engagement qu'on renie. Ensuite, il y a les mécanismes pour l'écrire et l'adopter. Il faut mettre sur pied ou une assemblée constituante ou confier la rédaction à un comité transpartisan. Il faut un vote aux 2/3 et un référendum. De préférence, une combinaison de ces différents mécanismes.
Et c'est les conditions pour qu'elle soit légitime, tout simplement, car ce que le ministre nous propose est tout à fait illégitime. Ce n'est pas par hasard que les constitutions françaises commencent par « le peuple français proclame », que la Constitution américaine commence par « We, the people of the United States », parce que les constitutions sont faites par et pour le peuple. Celle-ci est faite par et pour le ministre de la Justice, et elle devrait commencer par « nous, le ministre de la Justice, nous proclamons », et c'est irresponsable. Rentrons maintenant dans les problèmes qui entourent le contenu même de cette Constitution. Caquiste, car elle n'est pas vraiment une Constitution, appelons-la caquiste. D'abord, il y a le recul pour les droits des peuples autochtones, l'affaiblissement de la Charte des droits et libertés, l'affaiblissement du pouvoir judiciaire, de la société civile, la hiérarchisation des droits, qui affaiblit tous les droits au passage, le droit de libre choix des femmes en matière d'avortement et le Conseil constitutionnel. Nous allons aborder ces points un par un. D'abord, pour les peuples autochtones, ce projet de loi nie leurs droits ancestraux. Il leur refuse le statut de peuple, et ce n'est pas par hasard, Monsieur le Président, car c'est au peuple que les droits sont associés dans la Déclaration des Nations Unies des droits des peuples autochtones. Il ne reconnaît en fait qu'un seul peuple, et ce n'est pas eux. Il se retrouve seulement dans le préambule. Vous savez, Monsieur le Président, une constitution dans un territoire comme le nôtre peut être dans la réconciliation, décoloniale ou coloniale. Elle n'a aucune chance d'être neutre. Or, elle n'est en aucun cas décoloniale, Monsieur le Président. Pire, elle est un recul, parce qu'elle nie les droits ancestraux issus des traités garantis dans l'article 35 de la Constitution canadienne de 1982 et la jurisprudence constitutionnelle applicable, évidemment, la Déclaration des Nations Unies des droits des peuples autochtones. Je rappelle, encore une fois, qu'on a renié un engagement à travers ce projet. Le ministre de la Justice a renié un engagement qu'en 2019, suite à l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues ou assassinées, en mai 2019, en septembre 2019, il y avait la commission Vien. Nous avons été toutes et tous troublés par ce que nous avons entendu, par toute la violence structurelle, systémique que vivent nos frères et sœurs des Premières Nations. Et nous avons voté à l'unanimité dans cette Assemblée, et je cite une motion qui dit que l'Assemblée doit reconnaître les principes, demande au gouvernement de reconnaître les principes et s'engager à négocier la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones avec les Premières Nations et les Inuits. Et cette Constitution fait exactement l'inverse de notre engagement en 2019. Ceci étant dit, laissez-moi vous donner un exemple où il y a une certaine cohérence, malheureusement, dans le non-respect des droits des peuples autochtones par ce gouvernement. La même année où nous avons adopté cette motion, en 2019 donc, le fédéral adopte la loi 92, une loi co-construite avec les Premières Nations qui affirme l'autonomie gouvernementale de ces derniers en matière de protection de la jeunesse. S'ensuit deux réactions. Une, par exemple, de la Colombie-Britannique, qui ont adopté une loi qu'ils ont travaillé avec les Premières Nations pour pouvoir faire en sorte que celles qui le voulaient puissent avoir leur propre DPJ. L'histoire que nous avons avec les Premières Nations sur les pensionnats autochtones, imaginez quel moment important que les législateurs de la Colombie-Britannique ont fait ce moment
de réconciliation. Eh bien, au même moment, en 2019, le Québec s'est opposé devant les tribunaux, au motif que la famille est une compétence provinciale et qu'il y a seulement 2 ordres de gouvernement, provincial et fédéral. La Cour d'appel du Québec en 2022 n'a pas donné raison au Québec, et dire qu'il y a seulement 2 ordres gouvernementaux est faux. La Cour suprême en 2024, parce qu'il porte appel à chaque fois, a encore une fois donné tort au Québec et donné le droit à l'autonomie gouvernementale des Premières Nations de se gouverner donc soi-même en matière de DPJ et de droit à la jeunesse. Malheureusement, dans cette logique-là, et je pourrais nommer les décisions qui touchent par exemple au manque de consultation par rapport aux minières par exemple, où encore une fois, ce gouvernement a porté des décisions en appel qui lui donnaient tort concernant le non-respect des droits des peuples autochtones. J'aimerais bien un verre d'eau si possible, ça m'aiderait. Ensuite, parlons de la charte. La charte, Monsieur le Président, nous l'avons adoptée, la charte des droits et libertés, nous l'avons adoptée en 1975, 6 ans avant le fédéral. C'est une fierté. En 1977, nous avons été la première juridiction d'Amérique du Nord à y intégrer la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle. La première, et c'est une fierté. Et à chaque fois, ces modifications sont arrivées après à l'unanimité, sont été votées à l'unanimité ou à la quasi-unanimité. Il y avait des restrictions aux droits inscrits à la charte, qui sont que les décisions donc, qui parlent des droits fondamentaux doivent respecter l'ordre public et le bien-être général. Rappelons, Monsieur le Président, que nous avons le droit de faire des lois qui sont contraires au droit aux libertés, sans avoir à utiliser aucune dérogation. À partir du moment où il existe un objectif réel et urgent, et qu'on puisse démontrer la proportionnalité des mesures législatives, eh bien, il est tout à fait correct de contrevenir à des droits fondamentaux. Rappelons par exemple qu'il n'y a aucune clause dérogatoire utilisée avant l'arrivée de la CAQ pour la loi 101, par exemple. Et donc la Cour a décidé qu'obliger les immigrants d'envoyer leurs enfants à l'école en français, même si c'était contraire à des droits fondamentaux des immigrants, eh ben c'était correct, parce que la sauvegarde du français était importante et en péril, et on pouvait la démontrer si ces politiques-là n'étaient pas mises en place. C'est d'ailleurs pas ce que ce gouvernement fait. Les droits fondamentaux, c'est pas rien, Monsieur le Président. Peut-être faire un peu d'histoire. Tout ceci découle de la Déclaration des Nations Unies des droits de l'homme, qui a été faite juste après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, après que dans les années 30, malheureusement, pratiquement toutes les législations occidentales avaient mis en place des politiques antisémites. Ici même, rappelons-nous, le gouvernement Duplessis avait mis en place des politiques antisémites, des politiques contre les témoins de Jéhovah. Rappelons-nous la loi Cadena contre les syndicalistes. Un moment triste de l'humanité, les années 30. Et petit à petit, nous nous sommes rendus à un certain nombre de gouvernements fascistes à travers le monde. En Italie, en Allemagne, au Portugal, en Espagne. Et il y avait des collaborateurs
des gens qui ont collaboré avec ces régimes fascistes. Et ça donnait des dizaines et des dizaines de millions de morts, dont un génocide de 6 millions de Juifs. Ils se sont dit, plus jamais, nous allons mettre en place des droits fondamentaux. Ce ne sont pas des droits seulement, ils sont fondamentaux. C'est fou là, qu'on ait à expliquer le mot fondamental. Et pour se dire, voici comment c'est arrivé, comment est-ce qu'on peut éviter de remettre en place des politiques qui nous ont menés vers la catastrophe qu'a été la Deuxième Guerre mondiale, il y a un certain nombre de règles. Et j'aimerais vous lire l'article 18 pour que mes collègues de la CAQ et du Parti québécois sachent ce qu'il y a. Peut-être qu'ils l'ont jamais lu, la Déclaration des Nations Unies. À l'article 18, on dit « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement des pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » Cette règle-là, c'est pour éviter qu'une majorité diabolise une minorité et commence à leur enlever des droits gratuitement. Bref, en 2018, nous avons une charte dont nous sommes fiers, et là, la CAQ arrive, et s'ensuit un certain nombre de projets de loi qui, un à la fois, dérogent à la charte, sans jamais donner d'explication, mais en plus l'affaiblit. La loi 21, la loi 96, la loi 84, la loi 94, et maintenant le projet de loi 9, toutes utilisent des clauses dérogatoires pour déroger aux droits fondamentaux. C'est pas rien. Dans les droits fondamentaux, il y a le droit à la vie. Il y a le droit de ne pas se faire torturer. Il y a le droit à la santé. Ce n'est pas rien de déroger à ces droits. Mais en plus de l'ordre public et du bien-être général, donc qui sont les limites déjà inscrites à la charte, il rajoute la laïcité en 2019, la protection du français en 2022 et le modèle d'intégration en 2025. Tout en dérogeant à la même charte. Pour le modèle d'intégration, c'est quand même en plus une innovation, c'est que les valeurs qu'elle est censée défendre sont définies par décret par le ministre. C'est-à-dire que concrètement, le ministre de l'Immigration va pouvoir rajouter des choses qui se retrouvent directement, en fait, à l'intérieur de la charte, sans même passer par cette noble institution. Fait que ça, c'est notre situation actuelle. Qu'en est-il de cette Constitution ? Tenez-vous bien, Monsieur le Président, parce que là, ça se complique. D'abord, plutôt qu'avoir une charte qui est quasi constitutionnelle au-dessus de tout le reste, toutes les lois, le code civil, les règlements, le code civil aujourd'hui s'interprète en harmonie avec la charte des droits et libertés, mais on rajoute toutes sortes de choses. D'abord, dans les conditions, on rajoute les droits collectifs, et j'y reviendrai plus tard. On rajoute une section dans la charte qui dit que la charte elle-même s'interprète en harmonie avec le code civil. Donc, c'est plus juste le code civil qui est en harmonie avec la charte, l'inverse c'est vrai aussi, et donc on affaiblit la charte en faisant ça. Mais aussi en harmonie avec la protection du français, les droits généraux, les principes généraux du droit, la laïcité, le modèle d'intégration, bref, on y rajoute toutes sortes de conditions. Et puis on élève au niveau quasi constitutionnel la Constitution, la laïcité, l'intégration, la charte de la langue française, l'autonomie constitutionnelle, et on inscrit à l'intérieur de ces lois une clause qui dit qu'elle protège la nation, l'autonomie constitutionnelle et les caractéristiques fondamentales du Québec. Et vous me direz, mais pourquoi inscrire tout ça à l'intérieur ? Bien, figurez-vous, Monsieur le Président, que malgré le fait qu'il affaiblisse cette charte, qu'elle est de moins en moins opérante, en plus, ils ne se satisfont pas de ça. L'article 9 dit qu'une loi peut inclure une clause de souveraineté parlementaire sans contextualiser ou sans justification, ce qui fait qu'aucune violation du droit ou d'une liberté ne peut être invoquée. Vous imaginez n'importe quelle majorité, demain matin, choisit n'importe quelle loi, rajoute cette clause et bam, sans même besoin de dire ni pourquoi, ni dans quel contexte, plus aucun droit fondamental ne peut s'appliquer devant les tribunaux. L'article 5
dit que dès qu'on invoque dans une loi, n'importe laquelle, avec une majorité encore une fois, que la loi protège la nation québécoise, l'autonomie constitutionnelle, les caractéristiques fondamentales, eh bien, les organismes qui reçoivent de l'argent public ne peuvent plus la contester de facto parce qu'elles ne peuvent plus utiliser leur argent. Et dans la liste, figurez-vous, Monsieur le Président, il y a toutes les universités, le barreau, tous les ordres professionnels, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, les municipalités. Donc, imaginez demain qu'un gouvernement fasse une loi contre les municipalités ne peuvent pas aller contre le gouvernement devant les tribunaux. Aujourd'hui, qui utilise l'argent public? Je vais vous donner un exemple de très mauvaise utilisation d'argent public en matière de droits fondamentaux. Et ça va vous parler, Monsieur le Président, j'en suis sûr. Il y a du profilage racial par la police à travers les politiques d'arrestation dites aléatoires. Les études pullulent qui disent que les Noirs, les Arabes, les Autochtones se font arrêter 400% plus que les autres sans raison. Eh bien, la Commission des droits de la personne fait partie des gens qui contestent ce règlement de la police. Et à chaque fois que la société civile a gagné devant les tribunaux, ce gouvernement continue à engager de l'argent public pour porter en appel et continuer ces politiques discriminatoires qui font en sorte que nos concitoyens noirs, arabes ou autochtones, malheureusement, ne sont pas les égaux des autres. Eh bien, la Commission des droits de la personne ne pourra plus contester des lois de profilage racial avec cette Constitution. Mais ce n'est pas tout, monsieur. Ce n'est pas tout, Monsieur le Président. Il y a l'article 31 qui dit qu'il y a une présomption d'intérêt public aux lois. L'État n'est pas tenu de démontrer que cette règle est à l'avantage du public. Ça rend tout sursis, toute injonction pratiquement impossible, étant donné que le juge est obligé de considérer que tout est fait dans l'intérêt du public et il ne peut même pas demander à l'État de se justifier. Dans les procédures d'appel, Monsieur le Président, quand il y a un jugement relatif à la constitutionnalité d'une loi, eh bien, il y a l'article 27 qui fait que l'appel est accepté automatiquement pour le procureur général du Québec et sur permission pour les autres parties. Alors, le procureur général du Québec, c'est le ministre de la Justice lui-même. Il se donne des droits tranquillement, alors qu'aujourd'hui, c'est tellement grave quand il y a une décision sur la constitutionnalité d'une loi que c'est automatique pour tout le monde. Mais là, ce qu'il dit, il dit, pour moi, le ministre, c'est automatique, je peux aller à la Cour supérieure sans avoir à donner aucune explication, mais pour tous les autres, ils sont obligés de se justifier. En imaginant qu'il y a un sursis qui est accepté par la Cour, à ce moment-là, l'appel du procureur général du Québec, qui, rappelons-le encore une fois, est le ministre lui-même, est accepté automatiquement, alors qu'il est sur condition aujourd'hui. Avouez encore une fois qu'il y a une constance, une rigueur dans cette obsession d'accumuler du pouvoir autour du ministre de la Justice lui-même. Alors qu'une constitution vient justement au contraire définir les règles du jeu et parmi elles, définir les limites du pouvoir exécutif. Ah, Monsieur le ministre, ce n'est pas tout. Monsieur le Président, ce n'est pas tout. Ce gouvernement nous dit, attention, quand il y a un litige entre le droit, l'égalité entre les hommes et les femmes et la liberté de religion, nous allons hiérarchiser les droits et faire en sorte que c'est l'égalité des genres qui gagne. Alors d'abord, théoriquement, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, le ministre, il doit être au courant quand même, il est avocat. Tous les avocats, les juristes sont passés pour nous dire à peu près la même chose. Un, que la hiérarchisation est contraire aux principes fondamentaux de la Charte, que les droits et libertés forment un tout, qu'ils doivent s'interpréter les uns par rapport aux autres, car l'objectif n'est pas d'en choisir un par rapport à l'autre. L'objectif, c'est de s'assurer que tous les droits à l'égalité puissent arriver.
les droits se renforcent les uns les autres et l'introduction d'une hiérarchie les affaiblit tous, en fait, y compris le droit à l'égalité. Et enfin, quand il faut vraiment choisir, la justice, effectivement, priorise toujours le droit à l'égalité entre les hommes et les femmes dans la jurisprudence. Et je vous donnerai quelques exemples de jurisprudence. Il y a en 2007 une décision de la Cour suprême qui établit que la liberté de religion invoquée dans le cadre d'un divorce religieux devrait s'effacer devant les conséquences discriminatoires subies par l'épouse. En 2008, il y a des manifestations, les tribunaux ont déclaré une injonction contre les manifestations devant les cliniques en Outaouais, devant une clinique qui opérait des IVG, des avortements, pour que les manifestations se passent plus loin. Et donc, ils ont limité les droits fondamentaux des religieux et religieuses qui manifestaient devant, parce qu'ils considéraient que le droit des médecins et des patientes qui allaient là, des infirmières et infirmiers, était plus important que le droit à la libre expression et à la liberté religieuse. Mais le ministre, il nous sort toujours le même exemple. Il nous dit, voici son exemple, il y a quelqu'un un jour qui est arrivé à la SAC, il a dit « Moi, je ne veux pas me faire servir par une femme », et la SAC a dit oui, et donc c'est très grave. La SAC a demandé l'avis de la Commission des droits de la personne, la Commission des droits de la personne a validé la décision de la SAC, et donc la Commission a décidé que le droit à l'égalité passait après le droit à la libre religion. Bon, alors d'abord, le cas, il date de 2009. Fait que depuis 17 ans, il n'a pas trouvé un autre cas. Mais, très étonnamment, Monsieur le Président, je pense que le ministre n'a pas lu la décision. Et c'est quand même quelque chose, que le seul cas qui nous donne date de 17 ans et qu'il ne l'a pas lu, parce que je ne peux pas croire qu'il l'a lu, à la page 1 de la décision de la Commission des droits de la personne, on dit qu'un accommodement raisonnable ne s'applique pas lorsque la demande vient contredire un autre droit, par exemple le droit de l'égalité des sexes. Il ne s'applique pas. Et ça continue à la page 1 pour dire, selon cette politique, l'accommodement proposé, et j'y reviendrai, est de tenter de satisfaire la demande de la clientèle sans pour autant porter atteinte aux règles de sécurité du droit et à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et à cet égard, nous pouvons affirmer qu'il est exact qu'un accommodement ne serait pas considéré comme raisonnable s'il avait pour conséquence de porter atteinte au droit à l'égalité. Je suis très heureux, Monsieur le Président, que cette noble auditoire, ce noble éditoire, ait rappelé l'importance de dire les choses exactes, Et le ministre de la Justice, je suis sûr qu'il m'entend, ferait bien d'aller lire les choses pour ne pas donner des choses inexactes à la population. Il n'a pas lu la conclusion non plus, parce qu'elle dit, c'est que, alors, l'accommodement, figurez-vous, d'abord, cette personne-là, c'est pas qu'elle voulait pas se faire servir par une femme, elle voulait pas être toute seule dans une voiture avec une femme. Et la SAC n'était pas d'accord avec ça. La SAC lui a dit, tu sais quoi, on va te remettre dans la file à chaque fois, et à un moment, par hasard, tu vas peut-être tomber sur un homme, et puis on va aller de l'avant. Et ils ont dit comme ça, il n'y a personne qui se fait discriminer parmi les gens qui travaillent à la SAC, et par ailleurs, toi, tu veux un homme, ou tu veux quelqu'un dans la voiture avec toi, ça ne marchera pas, fait que, on va se débrouiller pour que tu tombes sur un homme, un jour, aussi longtemps que tu refais la file. Vous imaginez? C'est ça qu'a décrit Monsieur le ministre, comme étant la raison pourquoi on est en train de chambouler tous les principes de droit. Et donc la conclusion par rapport à cet accommodement dit « Cet accommodement tel qu'appliqué semble assurer le droit à l'égalité sans discrimination fondée sur la religion des demandeurs, tout en ne portant pas atteinte au droit à l'égalité fondé sur le sexe des employés de la SAC. » Ça veut dire que même avec son projet de loi, même en hiérarchisant, la Commission des droits de la personne peut tout à fait redonner exactement la même décision. Le seul cas que le ministre apporte.
Aïe, aïe, aïe. Pourtant, Monsieur le Président, en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, il y a vraiment beaucoup à faire. Beaucoup à faire. En 2024, le salaire moyen des femmes était 9% inférieur à celui des hommes. Et c'est encore plus grand pour les femmes émigrantes, les femmes qui ne sont pas syndiquées, qui gagnent en moyenne 14% moins de l'heure que leurs collègues masculins. C'est aussi une différence qui augmente avec l'âge, parce que les femmes ont plus souvent des interruptions du parcours professionnel. Ce gouvernement pourrait aussi, et donc il faudrait améliorer l'application des lois sur l'équité salariale. Ce gouvernement pourrait augmenter aussi le salaire minimum parce que, Monsieur le Président, je suis sûr que vous savez comme moi que les femmes sont plus nombreuses au salaire minimum que les hommes. Il pourrait rendre la contraception gratuite. Ce gouvernement a promis 50 000 places de garderie. Il y a encore 30 000 enfants sur les listes d'attente. Et on sait à quel point le fait de ne pas avoir de place de garderie nuit particulièrement aux femmes monoparentales bien sûr, mais aussi aux autres qui se retrouvent trop souvent à rester à la maison. Et ce gouvernement qui vient nous donner des cours sur l'égalité entre les hommes et les femmes, qui ne fait pas tout ce que je viens de dire, en plus, dans son dernier remaniement ministériel, a diminué la place des femmes autour de la table des décideurs dans le Conseil des ministres. Alors ensuite vient le fameux article 29 sur le droit du libre choix des femmes en matière d'avortement. On l'avait dit depuis le début, c'est un écran de fumée, il a été mis là pour pouvoir être retiré, pour qu'on puisse nous dire oui, on écoute, mais que ça utilise toute la plage de temps possible pour qu'on ne puisse plus parler de tout ce dont j'ai parlé depuis le début. Mais malheureusement, Monsieur le Président, d'abord le mal est fait, parce que vous savez, les groupes anti-choix, il y a deux choses qu'ils veulent. Un, ils veulent une loi, c'est ce que l'article 29 proposait, mais deux, ils veulent un débat sur la question de l'avortement. Parce que plus on en parle, plus ça leur fait de la publicité. Et enfin, en fait, même en enlevant l'article 29, ce projet de loi est un danger terrible pour le droit à l'avortement, parce qu'en fait, tous les groupes sont venus nous dire « vous inquiétez pas, n'y touchez pas, parce que nos droits sont garantis par la jurisprudence, par des décisions de la Cour suprême ». Or, Monsieur le Président, les droits dont on parle dans la Cour suprême utilisent pour avoir légalisé l'avortement et l'accès à l'avortement, c'est les droits fondamentaux. C'est le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à la libre conscience, le droit à la sécurité, le droit à l'égalité. Et ce gouvernement banalise l'utilisation de la clause, fait que demain, si un gouvernement arrive et nous dit « Ouh là là, c'est catastrophique, on n'a pas d'enfants au Québec », ça serait donc bien important pour le bien de la nation de se débrouiller pour que les femmes aient le maximum d'enfants possible et qui mettent les fameuses clauses dont je vous ai parlé, de souveraineté parlementaire, les clauses de protection de la nation, etc., sachant que même un des conseillers du ministre lui-même pour cette Constitution nous parle justement des politiques natalistes, eh bien, il n'y a plus aucune protection possible pour le droit à l'avortement. Aucune. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, que la banalisation d'utilisation des clauses dérogatoires sans avoir à se justifier, mais c'est un risque absolument incroyable, y compris aux droits des femmes, y compris au droit au libre choix et à l'avortement. Bon, maintenant, les groupes sont venus et ils nous ont parlé des vrais problèmes qui touchent à l'accès au droit à l'avortement. Et ils nous ont fait une liste. Et j'espère que la ministre du Trésor écoute et que le ministre de la Justice lui a fait parvenir, parce que la situation est loin d'être rose, Monsieur le Président. Et il y a toutes sortes d'embûches aujourd'hui pour que les femmes puissent vraiment faire les choix qu'elles veulent pour leur corps. Il faut améliorer la disponibilité géographique, avoir plus de cliniques, déployer de nouveaux points en région, particulièrement aux îles de la Madeleine, en Gaspésie, au Témiscamingue. Il faut accorder un meilleur financement, du financement pérenne aux cliniques communautaires.
Il faut créer un comité chargé d'implanter les normes minimales pour coordonner les services, réduire les barrières financières et matérielles, instaurer la gratuité des contraceptifs, couvrir les frais pour les personnes vulnérables qui n'ont pas de RAMQ, Monsieur le Président, parce que les étudiants étrangers, les étudiantes étrangères, les travailleuses temporaires, les personnes sans statut, les réfugiés, ça, c'est les conseils du Collège des médecins, de Dr Bois, de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, etc., etc. Et donc, plutôt que faire des stratégies avec une législation et un débat que nous avons déjà eu en 2023, où la ministre de la Condition féminine avait déjà proposé de mettre un projet de loi en ce sens et qu'ils avaient déjà reculé, nous perdons du précieux temps pour mettre en place des politiques réelles qui améliorent le droit à l'égalité, le droit à libre choix des Québécoises et Québécois, surtout des Québécoises dans ce cas. Enfin, il y a le Conseil constitutionnel, Monsieur le Président. Donc le Conseil constitutionnel, c'est une affaire qui n'est pas dans le système de justice, qui est... D'abord, commençons par ses membres. Donc on n'exige même pas des connaissances en droit, on n'exige même pas un amour des droits fondamentaux des Québécoises et Québécois, on exige une orientation idéologique qui appuierait la vision de la CAQ en matière de ce qu'ils appellent les droits collectifs. C'est un conseil à nature politique. Vous savez qui peut demander des conseils à ce Conseil constitutionnel? Seulement la partie gouvernementale. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'un parti d'opposition, un citoyen, un groupe, la société civile ne peuvent pas demander si une loi est constitutionnelle ou pas. Seul l'exécutif ou une majorité parlementaire ont le droit de poser des questions à ce Conseil. Aïe, aïe, aïe. Et, comme si ça ne suffisait pas, ils donnent juste des conseils. Fait que si c'est pas constitutionnel, oui, tough luck, on peut continuer quand même. Sans compter l'interdiction de la dissidence qui est contraire au principe de transparence de la justice. Ça va ouvrir la porte à des décisions du Conseil qui sont contraires aux décisions des cours supérieures ou de la Cour suprême et, excusez-moi le mot, un bordel pas possible en matière de droit. Alors nous avons parlé de ce qu'aborde cette Constitution, mais il reste tout ce qu'elle n'aborde pas, Monsieur le Président. Évidemment, nous avons parlé des droits des peuples autochtones. Ma collègue avant moi a parlé des droits de la minorité anglophone. Il n'y a aucun mot sur notre démocratie. Aucun. Imaginez le rendez-vous manqué. Aucun mot sur notre démocratie, même pas comment marche notre élection. C'était un moment tellement incroyable pour pouvoir se dire comment nous allons démocratiser notre démocratie. Les maires et mairesses sont venus nous dire « mais on n'existe pas dans cette Constitution ». C'est un moment où on peut justement améliorer la prise de décision pour qu'elle soit prise au plus proche des citoyennes et citoyens. Il n'y a rien sur le droit du vivant, sur la préservation du territoire. Et donc, Monsieur le Président, le ministre de la Justice, hier, il nous a mis en garde, il nous a dit « assurez-vous de ne pas faire du temps, etc. » Je veux, d'abord, évidemment, je n'apprécie pas les mises en garde du ministre. Je pense qu'on est tous assez grands pour bien faire notre travail. Mais, ceci étant dit, je veux le rassurer. Il y a un engagement à faire en sorte, non pas de respecter ce que le ministre a décidé de faire de cette consultation, mais de faire ce qu'elle aurait dû être depuis le début, c'est-à-dire un véritable espace démocratique où nous devons réfléchir à comment travailler sur la décolonisation, la réconciliation avec les Premières Nations. Nous devons réfléchir à comment démocratiser nos institutions,
Que fait-on avec la proportionnelle mixte? Que fait-on avec la décentralisation du pouvoir? Et nous devons réfléchir, bien sûr, à l'écologie. Une constitution, ça doit aussi garantir un avenir viable pour les prochaines générations. Il y a juste un article qui parle de l'eau comme un bien, comme quelque chose qu'on peut vendre. Rien sur les forêts, sur l'air, sur le fleuve Saint-Laurent. Il y a énormément à faire pour faire en sorte que cette Constitution s'assure que les limites des capacités de notre planète et de notre territoire soient respectées par ce gouvernement et tous ceux qui vont suivre, parce qu'un exercice constitutionnel, techniquement, ce n'est pas pour quelques années ou quelques mois. J'en profite, Monsieur le Président, pour rappeler que les travaux sur la Charte des droits et libertés ont commencé 10 ans avant, que la première proposition de texte est arrivée en 1970, que ça a pris 5 ans pour adopter la Charte des droits et libertés. Et le ministre nous dit, sans avoir prévenu personne, voici mon texte. Il fait une consultation, il est très heureux d'avoir écouté autant d'organismes. J'espère qu'il les a vraiment écoutés, parce que la plupart lui ont demandé de s'en débarrasser. Mais en plus, moi, honnêtement, je n'ai jamais vu ça. C'était une demi-heure par groupe. Ils avaient 8 minutes pour s'exprimer sur l'avenir du Québec. Mais pire encore, on mettait 2-3 groupes en même temps. Ils avaient 2 minutes 30 secondes par groupe pour parler d'un texte de 145 articles qui chamboule tout notre système juridique, qui affaiblit nos contre-pouvoirs, qui affaiblit la société civile et qui renforce, et c'est la trame directrice de ce projet de loi, qui renforce le pouvoir du ministre lui-même. Alors j'ai ici, Monsieur le Président, et il ne me reste pas beaucoup de temps, fait que je vais vous épargner ça, une liste, mais non exhaustive. Je vais en lire quelques-uns, là. Centrale syndicale démocratique, la CSD, Centrale des syndicats du Québec, l'Association québécoise de défense des droits de la personne retraitée, l'Association québécoise de défense des droits des personnes l'Auberge du Cœur, le Foyer, etc., etc. Il y en a comme ça des centaines et des centaines et des centaines. Maison des jeunes, mouvement d'aide et de consultation sur le travail, regroupement des aveugles et amblyopes de Montréal métropolitain, regroupement des organismes communautaires de la Gaspésie-Madeleine, Syndicat canadien de la fonction publique, regroupement des sans-emploi, réseau international sur le processus de production du handicap, le CIUS de l'Est de Montréal, le syndicat des travailleurs du CIUS de l'Est de Montréal, syndicat des agents de maîtrise de TELUS, l'Union des étudiants du Québec, etc., etc., etc. Tous ces gens-là, ils demandent une chose, le retrait pur et simple de ce projet de loi. Moi, je n'arrive pas à croire, Monsieur le Président, que ce ministre, très sérieusement, décide d'aller de l'avant. C'est un manque de respect, vraiment, de ce qu'on aurait dû être. Ce n'est pas se comporter en homme d'État, c'est décider de faire quelque chose par lui, pour lui. Nous, notre job dans cette consultation, Monsieur le Président, ça va être de s'assurer que cette Constitution telle qu'elle ne voit jamais le jour. C'est un engagement que je prends devant tous ceux qui sont venus en commission nous dire à quel point ils étaient terrifiés par les reculs des droits et libertés.
c'est un engagement devant ces centaines et ces centaines d'organismes qui disent qu'il faut absolument reculer. Et le plus triste là-dedans, c'est que malheureusement, après un exercice aussi grave que celui-là, ça va être vraiment compliqué de redonner confiance aux gens concernant les processus de constitution. Car oui, nous avons besoin de constitution. Nous avons besoin d'un moment où on se rallie, alors que l'extrême droite est en train de monter partout. Trump, là, il adorerait gouverner avec une constitution qui lui permette de rajouter des clauses pour sortir des droits fondamentaux, qui lui permette de rajouter des clauses pour pouvoir empêcher la société civile, le barreau, la commission des droits de la personne, les universités, les municipalités de contester les lois qu'il met en place, qui lui permettent d'avoir des recours automatiques en matière d'appel alors que ses opposants n'en l'ont pas, qui ne lui permettent pas à ses opposants d'obtenir des sursis ou des injonctions dans ce qu'il propose. C'est un rêve pour tout autocrate d'avoir une constitution comme celle-là. Et pour conclure, Monsieur le Président, le Québec a été capable de choses absolument extraordinaires. Vraiment. On a parlé tout à l'heure de la Charte québécoise des droits et libertés, un moment de ralliement de tous les partis, un moment de collégialité, de travail ensemble. Le Québec a aussi été capable de choses qui ont été vraiment moins glorieuses. Si on pense à ce qui s'est passé du temps de Duplessis, si on pense à toutes les violations des droits des peuples autochtones à travers le temps, eh bien, ce projet de loi ne se place pas du côté glorieux de notre histoire. Ce projet de loi, à aucun moment, ne va rassembler tous les législateurs ici présents derrière lui, et encore moins la société civile. Ce projet de loi est un projet d'un seul homme qui a décidé, au fur et à mesure des projets de loi, d'ailleurs, ce n'est pas celui-là le premier, mais celui-là était quand même à l'apogée, de concentrer tous les pouvoirs possibles et imaginables, plutôt que justement être à la hauteur de ces moments historiques que nous avons eus. Vous savez, la Charte des droits et libertés québécoise, nous l'avons adoptée, personne ne nous l'a imposée. Les conséquences de cette charte, c'est de limiter notre propre pouvoir. C'est des moments importants, c'est des beaux moments démocratiques de limiter notre propre pouvoir. Et qu'est-ce que nous dit ce gouvernement depuis 2018 ? C'est « je peux déroger aux droits fondamentaux des Québécoises et Québécois sans avoir à me justifier ». C'est vrai sur la loi 21, 96, 84, etc. Et c'est encore plus vrai avec cette Constitution. Il serait temps, à la place de travailler sur ce morceau législatif qu'on l'espère ne verra jamais le jour, il serait temps de travailler sur autre chose, et je vous le propose, chers collègues, de réfléchir nous-mêmes à quelles sont les limites que nous devons nous donner pour l'utilisation des clauses dérogatoires. Nous nous sommes engagés au Québec, à travers un certain nombre de pactes, qu'il y a des droits fondamentaux dont on ne doit jamais déroger. Le droit à la vie, par exemple. Le droit à l'intégrité physique. Nous n'avons pas le droit de torturer des gens. Et nous nous sommes engagés au Québec à travers des accords internationaux, des pactes que nous déclarons nous-mêmes respecter depuis pratiquement un demi-siècle, que nous ne torturerons jamais. Et donc l'idée de dire que nous avons le droit d'utiliser des clauses dérogatoires, appeler ça souveraineté parlementaire avec une simple majorité, parfois même sous bâillon, et de déroger à tous les droits fondamentaux, tous, y compris le droit à la vie, le droit à l'égalité, le droit à la liberté, sans avoir jamais à se justifier, c'est aussi renier la voix du Québec et faire de nous, franchement, des parias d'un point de vue droit international et respect des droits fondamentaux. Fait que, plutôt que renforcer notre propre pouvoir, qui est quand même, avouons-le, quand même déjà bien
bien large et réfléchissons ensemble sur comment, alors qu'il y a le Front National en France qui est aux portes du pouvoir, alors qu'il y a des groupes qui sont des néo-nazis qui tout d'un coup arrivent dans les assemblées en Allemagne, alors qu'il y a une première ministre en Italie qui se dit ouvertement affectueuse de Mussolini, alors qu'évidemment, au sud de nos frontières, nous observons avec effroi un président qui a créé une milice qui est en train d'arracher les enfants de leurs écoles et des travailleuses et travailleurs dans la rue, et qui tue, alors que tout ceci arrive. Et puis même au Canada, Monsieur le Président, en Alberta, au Manitoba, si je ne me trompe pas, mais il y a des lois qui contreviennent aux droits des personnes trans et qui utilisent la clause dérogatoire. Il y a en Ontario, le Premier ministre Ford a voulu utiliser la clause dérogatoire pour pouvoir contredire des droits fondamentaux des travailleuses et travailleurs. C'est la charte qui fait en sorte qu'on a le droit de se réunir, qu'on a le droit de s'organiser, qu'on a le droit de parler, d'avoir un avis. Et donc, devant la gravité de la situation mondiale, devant les abus possibles, moi, ce que je propose à mes collègues, c'est un moment où on va être les adultes dans la place. Un moment où nous allons, de manière vraiment belle et noble, se dire, nous allons montrer l'exemple. Comme en 1975, nous avons adopté notre charte avant 82 et la charte de Trudeau. Comme en 77, nous avons été la première législation de toute l'Amérique du Nord à rajouter l'orientation sexuelle dans les motifs de discrimination, nous serons en 2026 la première législation du Canada à se dire voici les règles, voici le minimum démocratique que nous devons mettre en place si nous voulons utiliser des clauses dérogatoires. Et nous n'allons pas le faire parce qu'il nous a été imposé par le fédéral ou les cours. Non, nous allons montrer l'exemple parce que c'est à nous de décider quelles sont les limites que nous devons donner à notre propre pouvoir, car le pouvoir absolu de déroger aux droits fondamentaux, ce n'est juste simplement pas acceptable. Fait que, Monsieur le Président, je pense que vous avez deviné, nous allons voter contre le principe, au cas où il y a un doute. Non, il n'y a pas de doute. Nous allons voter contre le principe. Nous espérons aussi qu'il va y avoir quelques dissidences du côté de la CAQ, parce que je pense qu'après tout ce que, peut-être qu'ils ne savaient pas, Monsieur le Président, mais après tout ce qu'on leur a dit et tout ce qu'ils ont entendu, je pense que personne ici ne pense que c'est une bonne idée de détruire méthodiquement notre État de droit et le contre-pouvoir judiciaire. Fait que je reste persuadé qu'il est temps aussi pour certains de mes collègues de la partie gouvernementale, peut-être ceux qui ne veulent pas se représenter, de voter contre ce projet de loi, car la seule personne qui va rentrer dans l'histoire comme étant la personne qui a essayé, et on l'espère et on le croit, qui ne réussira pas, je crois que c'est le barreau, non, c'était pas le barreau, c'était un juriste qui parlait d'un coup d'État démocratique, qui a essayé vraiment de détruire nos institutions judiciaires. Eh bien, c'est le ministre de la Justice. Et comme l'a dit un des intervenants, s'il y en a un qui n'aura pas une rue à son nom, ça sera bien lui. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Maurice Richard.